Alors, un événement va bouleverser une fois de plus le contexte. C'est évidemment l'avènement du national-socialisme, le nazisme en Europe. Et la partie nord de la France va être annexée dans un premier temps, puis la partie sud, qu'on appelait la France libre. Et il se trouve que les intellectuels parisiens vont émigrer et on va les retrouver soit à Marseille, soit à Carcassonne. Pourquoi à Carcassonne? Parce qu'il y a un personnage très important qui est à la fois philosophe, mystique, intellectuel de haut renom et qui est grand connaisseur des troubadours et qui est Joët Bousquet. Ces intellectuels du nord de la France et parisiens essentiellement vont apprendre beaucoup évidemment de cette période et vont faire un parallèle entre la France qui est sous l'emprise nazie, donc de la barbarie, et cette période des troubadours avec la croisade contre les Albigeois qui était la barbarie de l'époque. Donc il va y avoir une sorte de correspondance qui va se faire. Mais entre-temps, c'est vrai que l'espace entre les deux guerres, il y a des personnages de très très haut niveau, et il y a quelqu'un qui va faire connaître les troubadours dans le monde, là aussi en même temps, c'est Ezra Pound. Ezra Pound va écrire les cantos et il va venir d'ailleurs visiter la Provence et l'Italie et il va tourner autour de cette expression des troubadours et il va surtout, lui, la moderniser à sa façon, l'adapter au monde contemporain. C'est un travail énorme et jusqu'aux années d'occupation et pendant cette période-là, disons, on va dire les années 40, 44, va paraître à Marseille une revue intellectuelle de très haut niveau, c'est la seule en France de ce niveau-là, c'est les Cahiers du Sud. Or les Cahiers du Sud, qui, comme son nom l'indique, va beaucoup travailler sur toutes les cultures méditerranéennes et au-delà, persanes notamment. Et il y a un numéro spécial qui va sortir et qui est un peu notre Bible, hein, qui est à la base de toute notre culture occitane contemporaine, qui s'appelle le Génidoque et l'homme méditerranéen. Là-dedans, il y a tout ce qui me concerne aujourd'hui. Et ce cahier spécial, ce numéro spécial des cahiers, est dû à une autre personnalité liée à Joët Bousquet, qui est un élève de Joët Bousquet, qui est René Nelly. Et un peu plus tard, René Nelly, dans les années 60, va écrire un autre livre qui est aussi une Bible pour nous, qui est l'érotique des troubadours. Cette érotique des troubadours va être traduite dans plein de langues et c'est ce qui explique pourquoi il y a à peu près 90 universités dans le monde dans lesquelles on étudie les troubadours. Alors j'ai abordé les troubadours en termes de civilisation. Une civilisation ne se conçoit pas sans création de concepts. Et les troubadours ont été riches en production de concepts. Parmi ces concepts, il y a le premier qui concerne le mot troubadour, et qui vient donc du verbe trobar, comme vous savez, et qui veut dire, si on le traduit, difficile de traduire les concepts en un simple mot, hein, il faut toujours plusieurs mots. Et donc là, on pourrait dire que c'est donc une façon de s'inventer poétiquement au monde, d'exister, de prouver son existence au monde. C'est donc une question de vie et aussi quelquefois de survie. Donc, trobar, c'est un exercice de haute voltige, qui est donc, je l'expliquais tout à l'heure, enseigné dans ces 90 universités dans le monde. Un autre concept qui nous concerne aujourd'hui
qui est repris, là aussi, par des générations. Quelquefois, il y a des trous de 2 siècles, 3 siècles, et puis hop, on revisite. Et on retombe sur un concept. Et ce concept, c'est celui de l'amour de loin. Alors, amour d'éloigne, amour lundan, amour des terres lundanes, etc. Amour de loin, amour de terres lointaines, etc. Et ce concept vient notamment d'un des grands troubadours de la 2e génération, qui s'appelle Jaufre Rudel, qui est un prince de Blaye, c'est sur la Gironde. Et l'histoire dit que un pèlerin d'Antioche, venu d'Antioche, grande ville de l'Est de la Méditerranée, lui vient à la cour de Blaye et lui fait un récit. Et lui raconte, c'est comme pour les 1000 et une nuits, hein, lui raconte qu'à la cour de Tripoli, qui dépend de Toulouse, il y a une femme d'une grande beauté, mais aussi en même temps, et ça va ensemble, hein, d'une grande vertu et beauté. Et il le lui raconte d'une telle façon que le prince, que Jaufre Rudel est pris tout d'un coup. Il subit une attraction incroyable et que, après ça, il décide d'aller rejoindre cette personne. Et donc de faire le voyage. Et faire le voyage à l'époque, par voie de terre, c'est assez dangereux et très long et très compliqué. Donc il vaut mieux choisir la voie de mer. Mais la voie de mer, il y a aussi des tempêtes, il y a les barbaresques, il y a plein de choses qui peuvent vous arriver. Il s'en va. C'est ça, l'amour. Amour d'éloigne, l'amour de loin. Et il arrive à Tripoli, au port de Tripoli, et dans un état lamentable, comme on pourrait dire. Hein. Il est quasiment mourant, dit sa vie, sa légende, et on fait descendre la dame de ses pensées pour lui dire, voilà, il y a le troubadour qui vient de l'extrême occident, du pays du cochon, là-bas, à Blaye, et qui vient spécialement pour vous, etc. Donc, ça. Et elle a le temps de le prendre dans ses bras, et il voit son regard. Dans ce regard, il y a de l'au-delà, certainement, comme dans la théorie du regard est importante dans la poésie persane, la poésie arabe, et il meurt dans ses bras. Voilà. C'est ça qui est la base de l'amour de loin. Cette histoire-là, qui n'est pas nouvelle, hein, à la limite, hein, là aussi, il faut remonter un petit peu avant et savoir que dans le contexte géographique oriental, syrien, du désert, des déserts arabiques, il y a une poésie qui est celle des muhallakat, hein, c'est des poèmes suspendus, comme on appelle, juste avant l'islam, et qui racontent des histoires de ce type-là, hein, où on entrevoit une personne et qu'on ne reverra peut-être plus. Hein. C'est ce qu'a donné Leïla et Majnoun, hein, voilà, que les surréalistes ont repris, évidemment, comme histoire. Et là, cette histoire, la façon de raconter de Jaufre Rudel va émouvoir toute une génération, et là aussi, ça va être repris dans l'histoire jusqu'à l'an 2000, où Amin Malouf, et j'ai pu lui remettre d'ailleurs des documents sur Jaufre Rudel, par l'intermédiaire de Baudis, qui lui était très lié, hein, à la région de Tripoli, et qui a écrit la base d'un opéra, voilà, sur cette thématique, amour de loin. Et d'ailleurs, ça va être une des plus grandes compositrices contemporaines, qui est une Finlandaise, qui s'appelle Kaja Saariaho, qui avait déjà travaillé, qui avait composé sur Jaufre Rudel. Beaucoup d'Occidentaux même ne le savaient pas, etc., et qui est splendide, que j'ai pu faire représenter ici à Toulouse à un moment donné, qui est bouleversant, hein, tout, c'est du contemporain, mais alors là, on est pris, vraiment. Et ce Jaufre Rudel
c'est en même temps que je vais avoir l'occasion, juste après la mort de ma compagne, de pouvoir écrire pour Toulouse, etc., une histoire, non pas une histoire, mais un livret, là aussi, autour de cette histoire-là. Ça s'est passé en même temps, en l'an 2000. Bon, simplement, l'opéra de Kaija Sariao est allé ensuite, a été produit à New York et un peu partout. Il doit circuler encore. On espère que ça pourra venir à Toulouse. Cette histoire d'amour de loin est liée à d'autres concepts, notamment celui de la fine amour. Fine amour. Fine amour, ça vient donc, là, c'est de l'occitan, mais ça vient aussi du latin, bien sûr, finus. Qui veut dire à la fois la fin de toute chose, c'est-à-dire peut-être la mort, ou le but ultime, etc., et aussi la finesse de l'expression, la finesse de la lame, la finesse d'expression. Et donc double sens. Et donc un amour qui est à la fois d'une extrême finesse et qui te mène à un but ultime, à la mort, à la limite. Voilà, c'est ça, la fine amour. C'est une forme d'amour pur. Et on la trouve évidemment dans la poésie des Muallaqat également, ou dans la poésie persane. Et il y a à côté de ce concept-là un autre que j'ai mis beaucoup en avant, qui était laissé un peu de côté, mais qui m'a paru très riche d'enseignements, même pour nous aujourd'hui. C'est le saï et le laï. Le saï, et d'ailleurs, Jean-Frère Rudel, Bernard de Ventadour, qui est un autre grand poète, ont utilisé dans leurs poèmes le saï et le laï. Le saï, c'est ce qui est ici, ce qui est proche, ce qui est autour de moi, les gens que je connais, la terre que je connais, etc. Et le laï, c'est celui qui est là-bas, c'est l'au-delà. C'est un peu la dialectique du proche et du lointain. Et je dis bien dialectique. C'est-à-dire que quand on est dans le saï, on rêve du laï. Il y a toujours des gens qui vous disent, qui racontent des choses. Le laï, c'est extraordinaire. Et donc un jour, vous faites une démarche et vous allez vers le laï. C'est ce qui se passe tous les étés, souvent, avec les gens qui travaillent et qui désirent le laï. Bon, simplement, ce laï, il est très organisé. Là, on parle d'un laï libre, dont on ne sait pas exactement ce qu'il est et qu'est-ce qu'il peut vous apporter. Mais vous partez, parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui va vous enrichir, ou en tout cas qui va vous bousculer dans vos certitudes. Et donc, vous arrivez au laï. Et vous apercevez au bout d'un moment que dans ce laï, il y a beaucoup de saï, des choses que... Voilà. Mais qu'en même temps, dans votre saï de départ, il y avait aussi du laï, mais vous n'étiez pas aperçu. Donc, en fait, cette dialectique prouve que ce qui est le départ, le point de départ, c'est pas ça qui est important. Le point d'arrivée, c'est pas ça qui est important. Par contre, ce qui va être la révélation, ce qui va être le bousculement intérieur, c'est le voyage. C'est le voyage. Et le voyage est le lieu d'un autre concept poétique, à ce moment-là, technique des troubadours, c'est la tenso, c'est-à-dire l'attention. Le voyage, c'est le lieu de la tension. Là où vous êtes le plus tendu. Parce qu'une fois que vous arrivez, vous pouvez affronter des choses, vous les voyez. Quand vous êtes dans le voyage, vous ne les connaissez pas, mais vous les subodorez, vous les imaginez, et des tas de peurs, vous êtes en tension. Et cette tension, c'est la base de l'art du trobar, la base de l'invention poétique. Il faut que votre poésie soit en tension. Voilà. Sinon, elle est sympathique, elle est gentille, mais c'est pas la grande poésie, c'est pas la haute poésie. Et un autre concept qui est inhérent à tout ça aussi, c'est le joy. Or, joy, là aussi, difficile de traduire par joie. On pourrait traduire par joie, mais ça ne va pas du tout. Donc, si on veut traduire joy, qui a occupé la plupart des troubadours, c'est une sorte d'extase sensualo-poétique.
mais qui peut vous mener aux rives du mysticisme. C'est un vrai voyage, hein, c'est une vraie tension absolue. Or, c'est vrai que la très haute poésie dans le monde, qu'elle soit en ce qui me concerne persane ou arabe, eh bien, on y est dans ça. Hein. C'est-à-dire c'est une poésie où on ne sait pas quelquefois si l'être aimé, c'est une personne réelle, homme ou femme d'ailleurs, ou jeune homme, ou Dieu. C'est... Dans le soufisme, on voit même des poèmes qui sont ambigus. Mais ce n'est pas l'ambiguïté qui importe, c'est l'attention qu'on va porter à l'expression de cet amour, qui de toute façon dépasse. Or, ce que les troubadours ont apporté, c'est ce rapport à l'être aimé, donc à la femme. Jusque-là, et même encore le premier des grands troubadours, Guillaume, qui est d'abord un guerrier, où la femme est un appât, la femme est une proie. Hein. On la viole, on fait ce qu'on veut, etc. Tout d'un coup, apparition de l'objet aimé féminin qui dit « Attention, il faut que tu t'affines. Donc pour ça, tu dois passer des asatch, des essais. Des essais. Et ces essais vont paraître à travers la poésie et à travers ton comportement. Je ne pourrai t'accorder un bienfait, à la limite, que si tu passes ces essais. Ça, c'est tout à fait nouveau. Ça veut dire qu'il y a des étapes avant d'arriver au fin amour, ou à l'amour divin. Parce que l'être aimé peut être perçu comme un intermédiaire. C'est-à-dire que la beauté, à ce moment-là, de la conception de l'amour, n'est plus un amour possession, qui va de la proie à je te tiens ou je te tue, comme on voit dans les féminicides actuels, c'est une question de possession. L'autre t'appartient. Non. Mais que la personne aimée, elle soit suffisamment transparente, à la limite, on passe à travers elle, pour accéder à un amour plus haut. Que ce soit Dieu ou autre chose, chacun est ça. Un amour plus haut. C'est ça la révolution des troubadours dans le monde. Hein. Et bien sûr, quand on connaît un petit peu ces concepts, à quoi ça sert aujourd'hui? Pourquoi moi, simple personne, ici vivant au début du XXIe siècle, je vais m'intéresser à tout ça? Eh bien oui, parce qu'il y a matière à vivre. Et que nous voyons dans la quotidienneté, voir comment les gens conçoivent l'amour essentiellement comme possession de l'autre. Et que si l'autre veut partir, eh bien c'est grave. Vous perdez même, quand on dit je ne suis rien sans elle, je ne suis rien sans lui. C'est affreux. Non, on doit t'enrichir en plus, mais tu es quelqu'un. Tu ne disparais pas. Tu ne dois pas disparaître. Que ce soit dans un exercice de position ou de fusion qui est toujours au profit d'un. La fusion est toujours un. Donc, ça met de l'aération un petit peu dans tout ça. Et ça laisse aussi un espace pour l'expression, alors là, chacun, du divin, du mystique, de ce qui vous dépasse.